Le palais d'Etoudi, en ce mois d'avril 2026, n'est plus seulement le siège du pouvoir exécutif camerounais. Il est devenu l'épicentre d'une guerre psychologique totale où l'image de Léon XIV est la munition la plus convoitée. Pour l'expert en stratégie médiatique et en géopolitique d'Afrique centrale, la visite papale n'est pas vécue par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, comme un moment de recueillement, mais comme le trophée ultime capable de faire basculer l'équilibre des forces entre les factions qui se disputent les lambeaux du pouvoir de l'après-Biya. Nous plongeons ici dans la guerre des clans, une bataille de positionnement où chaque camp tente d'instrumentaliser la moindre photo, le moindre regard ou la moindre poignée de main du souverain pontife pour valider sa propre légitimité successorale. L'onction secrète, dont tout le monde parle, fait l'objet d'une bataille d'interprétation féroce entre trois pôles d'influence qui s'épient derrière les colonnes de marbre du palais. Le clan du Nord et les barons du régime. Le premier camp, celui des gardiens du temple et des barons du Nord, tente d'utiliser la figure du pape comme un garant du statu quo et de l'unité nationale version jacobine. Pour eux, recevoir Léon XIV est la preuve que le régime reste l'unique rempart contre le chaos. Leur stratégie médiatique consiste à saturer les réseaux sociaux et la presse officielle d'images montrant le pape entouré de la vieille garde, suggérant que l'Église valide la continuité de l'État et, par extension, leur propre maintien aux affaires. Ils vendent l'idée que le pape est venu pour bénir la stabilité, un euphémisme pour désigner la préservation de leurs privilèges. Le réalisme politique nous montre que pour ces barons, le pape est un bouclier contre les velléités de réforme qui viendraient de l'intérieur ou de l'international. La faction de la modernité et de la transition civile. À l'opposé, une faction plus jeune, souvent liée au réseau technocratique et au successeur choisi, par Etoudi, tente de présenter Léon XIV comme le parrain d'un renouveau démocratique. Pour ce clan, chaque phrase du pape sur la justice sociale ou le fédéralisme fonctionnel est récupérée pour délégitimer les conservateurs. Ils utilisent l'image d'un pape moderne et réformateur pour dire « Regardez, même le Saint-Père demande le changement que nous incarnons. » C'est une guerre de sémantique où la « bénédiction » n'est plus une onction de continuité, mais une autorisation de rupture contrôlée. Leur but est de montrer que l'avenir du Cameroun a été validé à Rome et que les dinosaures du RDPC n'ont plus leur place dans le logiciel de 2026. Le clan familial et le cercle des intimes. Enfin, le cercle le plus restreint, celui de la famille et des proches collaborateurs du président, joue une carte beaucoup plus mystique et personnelle. Il tente de transformer le tête-à-tête de 45 minutes en un moment de transmission spirituelle, entre Paul Biya et le pape, suggérant que le chef de l'État a reçu l'aval divin pour désigner son dauphin, qu'il soit biologique ou politique. Ici, l'émotion est utilisée comme une arme de contrôle social. On montre un Paul Biya serein, apaisé, par la visite papale, pour suggérer que la transition est sous contrôle divin et que toute contestation serait un sacrilège. L'expertise politique nous révèle que cette récupération d'images est une opération de blanchiment de légitimité, à ciel ouvert. Le RDPC, conscient de son usure, utilise le blanc immaculé de la soutane papale pour recouvrir les zones d'ombre de 44 ans de règne. Le réalisme nous oblige à constater que Léon XIV, conscient de ce jeu de dupes, multiplie les signes contradictoires pour ne se laisser enfermer par aucun camp, forçant chaque faction à une surenchère de vertu républicaine, qui profite finalement à la cause de la paix. L'analyse de fond montre que la cybersécurité et la gestion des réseaux sociaux sont les nouveaux champs de bataille de cette guerre des clans. On voit apparaître des deepfakes, ou des citations tronquées du pape circulant dans les groupes WhatsApp, chaque camp tentant de faire dire au souverain pontife ce qui arrange ses intérêts immédiats. L'émotion brute des militants de base est ainsi manipulée par des officines de communication qui travaillent dans l'ombre pour fabriquer une vérité papale, sur mesure. En conclusion, la guerre des clans au sein du RDPC a transformé la visite de Léon XIV en un miroir déformant où chacun ne voit que la justification de ses propres ambitions. Le pape est devenu, malgré lui, l'arbitre d'une succession que le parti au pouvoir est incapable d'organiser seul. Cette narration nous enseigne que dans le Cameroun de 2026, la légitimité ne se gagne plus seulement dans les urnes ou par les armes, mais par la capacité à s'approprier le sacré pour masquer l'épuisement du temporel. Le plan de sortie de Paul Biya dépend désormais de sa capacité à empêcher l'un de ses clans de s'accaparer totalement l'image du pape, au risque de voir la transition lui échapper totalement. Chaque photo officielle, chaque silence de Léon XIV est une munition dans ce conflit fratricide qui décidera, au final, de qui portera l'héritage du Sphinx après le décollage de l'avion papal vers Rome. La lutte fratricide au sein de l'appareil RDPC s'est muée, dès l'annonce du voyage pontifical, en une véritable chorégraphie du chaos, car chaque faction a compris que l'image de Léon XIV ne serait pas seulement un symbole de paix, mais l'étalonnage de la puissance pour la décennie à venir. Le réalisme politique nous impose de lever le voile sur les officines de communication qui, dans l'ombre des ministères à Yaoundé, travaillent 24h24 pour à cœur la perception du public. Pour l'expert en stratégie, le séjour du pape est devenu une foire d'empoigne où l'on se bat pour une place sur la photo officielle, car dans la sémiologie du pouvoir camerounais,
Être à moins de 2 mètres du Saint-Père équivaut à un brevet de survie politique. Nous assistons à une fragmentation stratégique sans précédent. L'offensive du clan de la lignée. Le premier cercle, celui que l'on appelle le clan du Sud ou le cercle familial, a misé sur l'intimité. Leur stratégie consiste à diffuser des clichés montrant le pape dans des moments de proximité émotionnelle avec le président et ses proches, cherchant à créer l'illusion d'une transition dynastique validée par le ciel. Pour eux, le plan de sortie doit être une affaire privée, bénie par Rome, mettant hors jeu les ambitions des technocrates. Ils utilisent l'image du pape pour saturer l'espace émotionnel des militants de base, faisant de Léon XIV le garant moral de la continuité familiale. La contre-attaque des technocrates réformateurs. Ce camp, composé de ministres souvent plus jeunes et d'élites formées à l'étranger, tente un hold-up sémantique. Il récupère chaque parole du pape sur la corruption, la justice et la jeunesse pour la retourner contre la vieille garde. Leur narration est claire. Le pape est venu pour mettre fin au système des dinosaures. Il inonde les réseaux sociaux de montages comparant les discours de Léon XIV à leur propre programme de modernisation. Pour eux, l'image du pape est une arme de destruction massive contre les conservateurs du RDPC, une manière de dire que l'onction secrète a été donnée au changement, et non à l'immobilisme. Les barons de la sécurité et la stratégie du rempart. Enfin, les piliers sécuritaires du régime, ceux qui tiennent l'armée et le renseignement, utilisent la présence papale pour valider la répression au nosso. Ils tentent de faire croire que Léon XIV, en acceptant de venir, a tacitement validé leur lutte contre le terrorisme. Chaque poignée de main entre le pape et un haut gradé est utilisée pour dire aux troupes « Votre action est juste, même le pape nous salue ». C'est une récupération cynique qui vise à étouffer les velléités de dissidence au sein de la troupe et à rassurer les partenaires internationaux sur la solidité du commandement. L'analyse de fond nous montre que cette guerre des clans est en train de déchirer le parti de l'intérieur. Le réalisme nous oblige à constater que le RDPC n'est plus un bloc, mais un archipel d'ambitions concurrentes qui tentent de s'approprier le manteau blanc du souverain pontife. L'expertise politique souligne que Léon XIV, loin d'être dupe, a multiplié les gestes de neutralité équidistante, refusant de se laisser enfermer dans une seule posture, ce qui a ironiquement renforcé la panique au sein des états-majors politiques. L'émotion de cette narration réside dans l'absurdité du contraste. Alors que le pape parle de pauvreté et de miséricorde, les clans se déchirent pour savoir qui aura l'exclusivité du selfie qui garantira son poste au prochain remaniement. C'est une tragédie grecque sous les tropiques, où le sacré est découpé en rondelles par des bouchers politiques en quête de survie. La cybersécurité, dont nous parlions plus tôt, est ici utilisée pour saboter les campagnes de communication des clans rivaux, créant une ambiance de paranoïa généralisée où plus personne ne sait quelle image est authentique. Cette narration, encore plus dense, révèle que la guerre des clans a transformé le sommet de Yaoundé en une élection présidentielle anticipée et informelle. Le pape n'est plus seulement un pasteur, il est devenu l'urne dans laquelle chaque faction tente de glisser son propre bulletin. Le réalisme politique nous enseigne que le vainqueur de cette bataille d'image ne sera pas forcément celui qui aura été le plus proche du pape, mais celui qui aura su le mieux manipuler son silence pour faire croire à sa bénédiction. En conclusion, l'image de Léon XIV est devenue le grand dividende du RDPC, une ressource limitée que les clans épuisent jusqu'à la dernière goutte, prouvant une fois de plus que dans l'après-Biya, la perception de la légitimité est devenue plus importante que la légitimité elle-même. Chaque seconde du séjour papal a été une mine posée sous l'unité de façade du parti, laissant derrière elle un RDPC plus divisé que jamais, mais tout aussi obsédé par le besoin d'une onction extérieure pour masquer sa propre agonie.